À 6 ans, elle fut mariée de force au roi d'Angleterre, un homme de 29 ans. À 10 ans, elle était déjà veuve. À 19 ans, elle mourut sans jamais avoir vécu. Voici l'histoire glaçante d'Isabelle de Valois, l'enfant reine sacrifiée, oubliée par l'histoire, mais dont le fantôme continue de hanter les couloirs du pouvoir. Dans les entrailles sombres d'un royaume déchiré par la guerre, une vérité glaciale demeure dissimulée dans les replis des chroniques que on feuillette trop vite. Une enfant de 6 ans fut arrachée à ses jeux, livrée en pâture, à l'appétit politique des puissants, offerte en mariage à un roi de 29 ans dont la couronne pesait déjà d'un fardeau insoutenable. Cette petite fille n'était pas une figurante anonyme. Elle portait le sang royal de France, la fragilité d'une époque incertaine, et le nom d'Isabelle de Valois. Son destin, pourtant, ne serait jamais le sien. Car dès son premier pas hors des jardins de l'enfance, elle fut condamnée à devenir une reine de papier, une icône fragile dressée au milieu des tempêtes qui ravageaient l'Angleterre et la France. On la célébra comme un symbole de paix, mais elle n'était qu'une victime, et sa voix, perdue dans le tumulte des siècles, n'a cessé de murmurer entre les pierres humides des châteaux où elle vécut captive. Imaginez la scène initiale, ce moment insoutenable qui scella le sort d'Isabelle. La nef de Westminster, étincelante de bougies, saturée d'encens, bruissait de murmures. Les nobles anglais, vêtus de velours sombre, attendaient avec impatience l'apparition du roi Richard II. Et soudain, il entra, éclatant dans ses habits d'or et de pourpre, ses yeux empreints d'une majesté étrange et d'une mélancolie qui ne le quittait jamais. Mais ce n'est pas son apparition qui stupéfia l'assemblée. Non. Ce fut celle d'une minuscule silhouette, perdue dans une robe de brocart trop lourde pour ses épaules d'enfant. Ses pieds peinaient à frôler le sol, ses joues rosies par la gêne, plus que par la fierté. Et ses yeux grands immenses ne reflétaient pas l'assurance d'une souveraine, mais la stupeur d'une fillette que on menait dans un théâtre dont elle ne comprenait pas les règles. Elle avait 6 ans, lui en avait 29. Et devant Dieu, les prêtres et le peuple, ils furent déclarés mari et femme. Ce contraste brutal, ce mariage monstrueux, ne fut pas une aberration isolée, mais le produit de forces titanesques qui déchirèrent l'Europe. Car derrière cette union improbable se cachait la longue guerre entre la France et l'Angleterre, ce conflit interminable que l'on appela la guerre de 100 ans. Depuis des décennies, le sang coulait des deux côtés de la Manche. Les villages brûlaient, les paysans mouraient, les nobles complotaient. Paris tremblait des crises de folie de Charles VI, le roi de France, tandis que Londres s'épuisait dans les querelles intestines de sa propre aristocratie. Et au milieu de ce chaos, idée naquit que une paix fragile pouvait être imposée par elle, Innocence D, un enfant. Isabelle devint cette offrande, cette monnaie d'échange humaine, ce gage diplomatique. Elle ne fut pas consultée, elle fut livrée. À Paris, avant ce départ funeste, Isabelle n'était qu'une petite fille vive, entourée de ses sœurs et de ses frères, choyée par une mère, Isabeau de Bavière, dont la réputation fut plus tard salie par des rumeurs sans fondement. Elle aimait courir dans les jardins du Louvre médiéval, rire au contact des dames d'honneur, écouter les chansons que l'on fredonnait pour endormir les princesses. Mais déjà, au détour des couloirs, elle entendait des cris, ceux de son père, le roi Charles, en proie à ses délires. Le roi de France, parfois lucide, parfois égaré au point de ne plus reconnaître ses proches, inspirait la terreur et la pitié. Et dans ces moments d'égarement, il hurlait contre des ennemis invisibles, frappait les murs, pleurait comme un enfant lui-même. Isabelle, sans le savoir, vivait au cœur d'un drame dont elle allait devenir le prolongement vivant. La fragilité d'une dynastie, l'impuissance face au destin. Lorsque la décision fut prise de la donner en mariage au roi d'Angleterre, la cour de France s'enveloppa d'une atmosphère funèbre, dissimulée sous les apparats diplomatiques. Les oncles du roi, toujours avides d'influence, virent dans cette union une opportunité de acheter la paix au prix le plus bas. La jeunesse d'être une princesse. Les conseillers murmurèrent que le roi Richard, encore sans héritier après la mort de sa bien-aimée Anne de Bohême,
accepterait cet enfant comme un gage d'amitié, sans attendre d'elle autre chose qu'un sourire et une présence à ses côtés. Mais ce calcul froid négligeait une évidence. Aucune paix ne pouvait reposer sur les épaules des Siths, une fillette. La traversée vers l'Angleterre fut pour Isabelle une première épreuve. Embarquée sur un navire orné de bannières, elle quitta la France, ses sœurs, ses jeux, son univers. La mer, immense et rugissante, l'effrayait. Les chroniqueurs notèrent qu'elle montrait du courage. Mais derrière les récits officiels, il y eut sans doute des larmes étouffées, des appels murmurés à sa mère. Elle ne savait pas où elle allait, sinon que là-bas, un roi l'attendait. Les dames d'honneur qui l'accompagnaient tentaient de la rassurer, lui promettant des présents, des bijoux, une couronne brillante. Mais la petite Isabelle, malgré son âge, pressentait peut-être déjà que ce voyage n'était pas une aventure, mais une captivité. L'arrivée en Angleterre fut marquée par un faste théâtral. Richard II, soucieux de son image, organisa des fêtes, des cortèges, des cérémonies. Il voulait que le peuple voie en lui un roi triomphant, capable d'apporter la paix grâce à la grâce fragile d'une enfant. On installa Isabelle dans des appartements somptueux, on lui offrit des coffrets remplis de pierres précieuses, on, elle, entoura de maîtres des Anglais et de dames chargées de elle, éduquées selon les coutumes locales. Mais sous ce vernis d'or, une solitude glaciale s'imposait. Elle était loin de sa famille, loin de ses frères, plongée dans une langue qu'elle ne comprenait pas, observée comme une curiosité exotique par les courtisans anglais. Richard, pour sa part, développa à son égard une relation ambiguë. Les chroniqueurs anglais, soucieux de défendre l'honneur du roi, insistèrent sur sa tendresse, sur la manière dont il la traitait avec respect, comme une petite reine, chérie, sans jamais lui imposer la brutalité d'un mariage consommé. Mais cette tendresse même était une forme d'emprisonnement. Il la plaçait sur un piédestal, l'exhibait comme un trophée, un gage de paix, une figure innocente qu'il pouvait opposer aux critiques. Dans sa chambre, les jouets étaient remplacés par des bijoux, les contes par des leçons de protocole, les rires par le silence des obligations royales. Isabelle cessa d'être une enfant. Elle devint un symbole. Et ce symbole fut lourd à porter, car le royaume d'Angleterre, loin de se pacifier, s'enfonçait dans la tourmente. Richard II, instable, obsédé par son autorité, multipliait les décisions arbitraires. Il punissait ses opposants avec une cruauté croissante, exilait les nobles, confisquait les terres. Sa paranoïa grandissait et les murmures de complot se faisaient entendre jusque dans les couloirs les plus secrets. Isabelle, avec ses yeux d'enfant, voyait les visages crispés, entendait les bribes de conversations étouffées derrière les tentures. Elle sentait que quelque chose d'immense, de terrible se préparait, sans pouvoir le nommer. C'est ici que le premier crochet narratif surgit, tel un présage. Car au moment même où Isabelle commençait à peine à comprendre son rôle de reine enfant, l'ombre d'un homme se dressait une ombre qui allait bouleverser son existence. Henri de Lancastre, cousin de Richard banni et humilié, préparait sa vengeance. Ce nom, murmuré avec crainte, reviendrait bientôt hanter ses nuits. Isabelle, sans le savoir, n'était pas seulement la reine d'un roi fragile. Elle allait devenir la veuve d'un roi détrôné. Les couloirs glacés de Westminster résonnaient d'un silence oppressant. À peine la petite Isabelle avait-elle commencé à s'habituer au poids d'Édé. Une couronne trop grande pour elle, que les édifices de son monde se fissuraient. Richard II, son épouse et roi, multipliait les gestes de défiance, de colère et d'autorité excessive. Les nobles anglais, longtemps contraints de se soumettre, guettaient le moment où sa main faiblirait. Et derrière les murmures, un nom revenait sans cesse, obsédant, porteur de menaces. Henri de Lancastre. Isabelle, à son âge tendre, ne comprenait pas la portée de ce nom, mais elle sentait le frisson qu'il faisait naître sur les lèvres de ceux qu'il évoquait. Elle voyait le trouble dans les regards, le poids de la crainte dans les gestes. Elle pressentait qu'un drame imminent allait s'abattre sur elle. Richard, lui, voyait dans son jeune mariage la dernière pierre de sa légitimité. Il exposait Isabelle comme une preuve vivante de son triomphe diplomatique. Une paix conclue avec la France, une alliance sacrée que nul ne devait contester. Mais plus il exhibait la fillette, plus la noblesse grondait.
On murmurait que le roi, trop attaché à ses symboles, négligeait le peuple. On disait qu'il dépensait des fortunes pour des cérémonies somptueuses, tandis que la misère rongeait les campagnes. On racontait qu'il écoutait davantage les flatteurs que ses conseillers fidèles. Et l'Angleterre, fatiguée, affamée, blessée par des décennies de guerre, cherchait un sauveur. Henri de Lancastre, exilé, se préparait à jouer ce rôle. Dans les appartements de la petite reine, l'atmosphère se chargeait d'électricité. On la faisait réciter ses leçons, répéter des phrases en anglais, sourire devant les ambassadeurs, mais le tumulte extérieur s'infiltrait malgré tout. Des messagers passaient, haletants, apportant des nouvelles de plus en plus inquiétantes. Isabelle, assise sur un coussin trop haut, entendait des bribes. Rébellion, retour, armée, trahison. Les dames d'honneur, d'habitude si bavardes, se taisaient, échangèrent des regards lourds de sens. Elle demanda un jour, d'une voix hésitante, « Pourquoi parle-t-on tant d'Henri » Et elle, on se contenta de lui répondre que ce « N » n'était pas une affaire pour une reine. Mais elle n'était pas seulement une enfant. Elle était une enfant condamnée à porter le silence des adultes. Puis vint la tempête. Henri de Lancastre, revenu d'exil, souleva ses partisans. Les portes de l'Angleterre s'ouvrirent devant lui, et les nobles, las des excès de Richard, l'acclamèrent. Le roi, pris de court, fut trahi par ceux qu'il croyait fidèles. Richard, humilié, fut capturé. Dans les chroniques, on raconte qu'il fut mené comme un prisonnier, son manteau arraché, son autorité brisée. Et pendant que le destin du roi s'effondrait, Isabelle, à peine âgée de 10 ans, voyait s'écrouler le seul monde qu'elle connaissait. Le roi, qui l'appelait tendrement sa petite reine, n'était plus qu'un captif. Elle, l'épouse enfant, devenait veuve avant même de savoir ce que signifiait l'amour. Les derniers jours de Richard furent entourés de mystères. On parle d'un emprisonnement à Pontefract, d'un repas empoisonné, d'une mort par faim délibérée. Nul ne sait avec certitude comment il périt, mais ce qui est certain, c'est que sa vie s'éteignit dans l'ombre, loin des regards. Isabelle n'assista pas à cette agonie, mais elle en ressentit l'impact comme un coup de tonnerre. Elle se retrouva isolée, seule étrangère dans un royaume désormais gouverné par un autre. Henri IV, victorieux, décida de l'écarter, mais non sans calcul, car il vit dans la jeune veuve une opportunité nouvelle, l'épouser, pour légitimer davantage sa dynastie naissante et renforcer encore les liens avec la France. C'est là qu'Isabelle, malgré son âge, révéla une étincelle de résistance. Henri IV proposa officiellement de l'épouser. La cour anglaise attendait son consentement, convaincue qu'elle plierait. Mais la fillette, élevée dans la dignité royale malgré tout, répondit avec une fermeté qui glaça les courtisans. Elle resterait fidèle à Richard, même mort. « Je suis sa veuve », déclara-t-elle, refusant l'idée de se donner à l'usurpateur. Derrière ces modestes enfants se cachait peut-être la seule arme qu'elle possédait, son refus obstiné. Ce fut un moment de défi, presque héroïque, où l'enfant reine, privée de tout, osa dire non au pouvoir. Ce refus ne fit qu'accentuer son isolement. Henri IV la relégua, la surveilla, mais ne parvint jamais à briser cette fidélité étrange. Finalement, il dut se résoudre à la renvoyer en France. Isabelle, désormais adolescente, retrouva son pays natal après des années d'exil. Mais elle n'était plus la même. Elle n'était plus la petite princesse enjouée des jardins du Louvre. Elle était une veuve de 10 ans, une étrangère marquée par la solitude, une figure déjà brisée par les intrigues des rois. Son retour en France se fit dans une atmosphère tendue. Le royaume, toujours miné par les crises de Charles VI et les luttes entre Armagnac et Bourguignon, accueillit Isabelle avec un mélange de soulagement et de malaise. Sa mère, Isabeau, la retrouva avec émotion, mais la jeune fille n'était plus la fille qu'elle avait laissée partir. Ses yeux portaient une gravité étrange, une maturité douloureuse, comme si elle avait vieilli trop vite. On tenta de lui redonner une vie normale, mais l'ombre de l'Angleterre la suivait partout. Pourtant, la politique ne tarda pas à s'emparer de son destin une fois de plus. Les conseillers français, cherchant à la replacer dans le jeu des alliances, arrangèrent un nouveau mariage. Cette fois, il s'agissait de Charles d'Orléans,
un prince français de son âge, héritier d'une branche prestigieuse des Valois. Le mariage, célébré en grande pompe, semblait offrir à Isabelle une seconde chance. Elle n'était plus une enfant offerte comme un gage. Elle devenait une épouse légitime, reconnue dans son propre pays. Mais son cœur restait meurtri. Les années passées en Angleterre, l'arrachement à sa famille, la perte brutale de Richard, tout cela avait laissé en elle une trace indélébile. Elle portait en elle une mélancolie que même Olit, affection d'excès, un jeune époux ne pouvait effacer. Dans les couloirs du palais, certains murmuraient qu'Isabelle était marquée, qu'elle ne souriait jamais vraiment, que ses silences pesaient davantage que ses paroles. Elle semblait flotter entre deux mondes, celui de son enfance perdue et celui de sa vie d'adulte forcée. Charles d'Orléans, jeune et sensible, tenta de l'apprivoiser, mais il trouva en elle une énigme. Elle répondait avec douceur, mais ses yeux restaient ailleurs, comme fixés sur un horizon invisible. Le deuxième crochet narratif se dessine ici, dans cette tension. Car tandis qu'Isabelle tentait de retrouver une vie en France, l'Angleterre ne l'oubliait pas. Henri IV, craignant que son refus passé ne soit utilisé contre lui, surveillait encore ses mouvements. Et en France, les luttes intestines continuaient, menaçant de plonger à nouveau le royaume dans le chaos. Isabelle, au milieu de ces tourbillons, n'était plus une enfant, mais elle n'avait jamais eu la chance de devenir une femme libre. Elle restait une prisonnière, enfermée cette fois dans le rôle d'une épouse fragile, observée, scrutée, utilisée. Les années qui suivirent furent brèves, trop brèves. Isabelle, à peine entrée dans l'adolescence, commença à décliner. Certains évoquèrent une maladie, d'autres une faiblesse née des souffrances accumulées. Elle tomba enceinte, mais l'épreuve fut trop lourde. L'enfant ne survécut pas, et Isabelle, affaiblie, sombra peu à peu. Elle mourut en 1409, à l'âge de 19 ans, emportée avant même d'avoir pu s'épanouir. Son époux, Charles d'Orléans, fut dévasté. La cour française, habituée au drame, passa vite à autre chose. Mais dans le silence de sa tombe, Isabelle demeura l'incarnation d'une vie volée. Ainsi s'achevait la trajectoire d'une reine oubliée, mariée à 6 ans, veuve à 10, morte avant 20. Une vie entière sacrifiée sur l'autel de la politique, réduite à des chiffres, des traités, des mariages arrangés. Et pourtant, derrière ces chiffres, il y avait une voix, une âme, une enfant qui n'avait jamais eu le temps d'être une enfant. Son souvenir, effacé des chroniques officielles, revient aujourd'hui comme une ombre insistante. Car Isabelle de Valois n'est pas seulement un nom perdu dans une généalogie. Elle est le symbole d'un Moyen-Âge cruel, où l'innocence était une monnaie d'échange, et où les couronnes brisaient plus de vies qu'elles n'en protégeaient. Le silence qui suivit la mort d'Isabelle de Valois n'était pas celui du repos. C'était un silence étouffé, pesant, le silence d'un oubli soigneusement organisé. La cour de France, absorbée par les querelles entre Armagnac et Bourguignon, ne voulait pas mais s'est attardée sur la disparition d'Evemis, une princesse que elle, avait jamais su protéger. L'Angleterre, désormais solidement tenue par Henri IV, avait aucun intérêt à rappeler l'existence de cette enfant reine qui avait osé lui dire non. Et ainsi, Isabelle s'effaça des récits officiels, comme si sa courte vie avait été qu'un passage inutile dans le grand théâtre des rois. Pourtant, son fantôme demeurait, tenace, rappelant que derrière les pactes diplomatiques et les couronnes d'or, il y avait une chair fragile, une voix d'enfant sacrifiée. Mais pourquoi, au fond, son histoire dérangeait-elle tant ? Parce qu'elle révélait sans phare l'inhumanité du pouvoir médiéval. On pouvait accepter les batailles sanglantes, les sièges interminables, les rois fous et les traîtres. Mais une mariée de 6 ans ? Cela heurtait quelque chose de trop profond, même dans une époque où enfance haine avait pas la valeur que nous lui donnons au jour. Oui. Les chroniqueurs du temps, conscients de ce malaise, choisiraient souvent de minimiser l'épisode, insistant sur la douceur de Richard envers elle, comme pour excuser l'inexcusable. Ils écrivaient qu'elle était sage au-delà de son âge, qu'elle se comportait comme une reine née. Mais derrière ces formules se cachait une vérité insoutenable. On lui avait volé son enfance, et on avait transformé une fillette en outil politique.
Dans les récits plus intimes qui nous sont parvenus, une autre image apparaît, celle d'une enfant qui jouait encore en cachette avec des poupées, même après son mariage. On raconte qu'un jour, alors que Richard recevait des ambassadeurs, Isabelle fut retrouvée dans ses appartements en train de chanter doucement une comptine française, serrant une figurine de bois dans ses mains. Le contraste était saisissant. D'un côté, le roi tentant d'imposer sa grandeur, de l'autre, sa reine de 6 ans fredonnant une chanson d'enfant. C'est ce contraste qui fait toute la violence de son destin. Une violence sans épée ni sang, mais qui n'en était pas moins brutale. Et pourtant, dans cette contradiction, Isabelle laissait transparaître une force singulière. Car malgré son âge, malgré son rôle imposé, elle sut résister à ce qu'on attendait d'elle. Son refus d'épouser Henri IV N était pas seulement le caprice une enfant obstinée. C'était un acte politique, un défi lancé à l'usurpateur, une fidélité proclamée envers Richard II, qui, mort ou vivant, représentait pour elle le seul lien tangible avec le rôle qu'on lui avait imposé. Ce refus, en apparence anodin, marqua profondément son image. Elle n'était plus seulement une victime. Elle devenait, à sa manière, une actrice de l'histoire, une enfant qui osa dire non au roi le plus puissant d'Angleterre. Cette résistance valut à Isabelle une réputation étrange. Certains la considéraient comme une sainte de fidélité, d'autres comme une figure tragique dont la douleur se lisait dans le moindre geste. Mais tous s'accordèrent à dire qu'elle portait en elle une gravité hors du commun. Ses yeux, disait-on, ne reflétaient pas l'insouciance de son âge, mais une tristesse insondable. Elle semblait absente, comme si une part d'elle était restée à Londres, enfermée dans les murs où Richard avait fini ses jours. Et peut-être était-ce vrai, car comment une enfant, témoin d'une telle violence, pouvait-elle revenir indemne? Le troisième crochet narratif se noue ici. Car au moment même où Isabelle tentait de se reconstruire en France, une autre enfant, dans un autre siècle, allait vivre un destin étrangement parallèle, Jeanne d'Arc. Toutes deux furent jeunes, toutes deux furent sacrifiées, toutes deux furent utilisées par des forces qui les dépassaient. Isabelle devint reine malgré elle, Jeanne devint guerrière malgré elle. Et toutes deux furent détruites par le poids du monde adulte. Ce parallèle, invisible à l'époque, éclaire au jour, lui, le drame plus vaste une époque où elle, Innocence N, était jamais protégée, mais toujours exploitée. Isabelle, mariée à Charles d'Orléans, aurait pu trouver un réconfort, une forme d'apaisement. Mais la politique et la guerre l'entourèrent toujours. Charles lui-même fut plus tard capturé à Azincourt, condamné à des décennies de captivité en Angleterre. Leur union, brisée par le destin, devint une nouvelle tragédie dans la lignée des Valois. Isabelle, déjà affaiblie par les pertes et les maladies, n'eut pas la force de lutter. Elle s'éteignit avant même de pouvoir imaginer une autre vie. Et son époux, poète sensible, pleura longtemps cette épouse évanouie trop tôt, laissant dans ses vers une trace fugace de la reine enfant. Mais son souvenir, paradoxalement, ressurgit parfois là où on ne l'attend pas. Dans les archives anglaises, on trouve des mentions discrètes de la petite reine, toujours décrite comme douce, silencieuse, docile. Dans les récits en français, on la cite à peine, comme si sa mémoire était gênante. Et pourtant, certains poètes, sensibles à sa condition, évoquèrent son destin, comme celui d'une fleur coupée trop tôt, une étoile éteinte avant d'avoir brillé. Ce sont ces voix, marginales mais sincères, qui nous permettent aujourd'hui de percevoir encore son ombre. Ce qui frappe, en regardant sa vie, c'est la répétition des motifs. À 6 ans, arrachée à son enfance. À 10 ans, veuve. À 19 ans, morte. 3 étapes, 3 coupures brutales, comme les coups de marteau du destin. Et entre ces étapes, rien de stable, rien de durable. Tout n'était que transition, exil, solitude. Elle n'eut jamais de maison véritable, jamais de patrie, jamais de famille qu'elle pût appeler sienne sans crainte qu'on la lui retire. Elle fut toujours l'otage d'une cause, l'objet d'un traité, le gage d'une paix fragile. Elle n'appartint jamais à elle-même. Ce constat résonne aujourd'hui comme un avertissement. L'histoire officielle préfère les rois victorieux, les batailles éclatantes, les triomphes. Mais ce sont ces vies fragiles, sacrifiées, qui disent le plus sur la réalité du Moyen Âge. Isabelle de Valois, comme tant d'autres enfants livrés au pouvoir,
nous rappelle que derrière chaque couronne se cache une dette humaine. Et cette dette, souvent, ne fut jamais payée. L'oubli fut la seule monnaie. Mais l'oubli n'est jamais complet. Il suffit d'une voix, d'un récit, d'un regard pour raviver l'écho. Et cet écho, aujourd'hui, retentit à nouveau, plus fort, plus sombre, comme une cloche funèbre réclamant justice. Dans les pierres froides de la basilique de Saint-Denis, là où reposent les rois de France, une tombe discrète cache un destin trop souvent effacé. Isabelle de Valois y repose, loin des regards, dans l'ombre des grands souverains dont les noms emplissent encore les livres d'histoire. Elle n'a pas de monument triomphant, pas d'épopée chantée, pas de légende glorifiée. Son souvenir s'est dissipé comme une brume au lever du jour. Et pourtant, derrière cette tombe muette, une question demeure, lancinante. Pourquoi Isabelle fut-elle condamnée à disparaître des mémoires, comme si sa vie n'avait jamais compté? Peut-être parce que son existence révélait un scandale trop dérangeant, un crime que l'histoire préféra maquiller sous les dorures des traités et des mariages royaux. Son nom ne revient que dans les marges. Les généalogies l'inscrivent comme une branche secondaire, une reine presque invisible, une épouse à peine mentionnée. Les chroniqueurs français, préoccupés par les guerres intestines, la reléguèrent à une note de bas de page. Les historiens anglais, soucieux de la grandeur de leur monarchie, évitèrent de rappeler le mariage troublant d'un roi adulte avec une enfant. Ainsi, par un silence complice, Isabelle disparut. Mais ce silence en lui-même parle plus fort que 1000 récits. Il révèle que sa vie représentait une faute, un malaise que nul ne voulait assumer. Et pourtant, il y eut des traces, des éclats épars de vérité. Des poèmes d'Orléans, son second époux, où transparaît une mélancolie déchirante. Des documents diplomatiques, où son nom apparaît comme une signature forcée au bas de traités que elle ne comprenait pas. Des récits de domestiques qui évoquent une enfant mélancolique, assise près d'une fenêtre, fixant l'horizon avec des yeux trop graves pour son âge. Ces fragments suffisent à dessiner un portrait. Celui d'une âme brisée, enfermée dans un rôle qu'elle n'avait jamais choisi. Mais au-delà de son cas particulier, Isabelle incarne un motif récurrent, une mécanique cruelle du pouvoir médiéval, l'utilisation des enfants comme arme politique. Elle ne fut pas la seule. Des princesses furent promises dès l'âge de 4 ou 5 ans, envoyées dans des cours étrangères comme des gages de paix, mariées à des hommes bien plus âgés qu'elles. Certaines survécurent, d'autres non. Mais toutes portaient en elles la marque D. Une époque où elle, Innocence N. Orpik, avait pas de valeur propre, où elle n'était qu'un outil dans les mains de rois avides. Isabelle est la plus emblématique de ces victimes, car son mariage fut l'un des plus choquants, le plus décalé dans les âges, le plus violent dans son symbolisme. À travers elle, c'est tout un système que l'on contemple, un système qui dévorait les plus fragiles. Et ce système n'a jamais complètement disparu. Si l'on écoute bien, au-delà des siècles, on retrouve des échos semblables dans d'autres temps, d'autres lieux. Des enfants sacrifiés à la politique, des mariages forcés, des destins brisés. Elle, ou l'histoire des, Isabelle, résonne comme un avertissement universel. Chaque fois que le pouvoir arroge le droit de disposer des plus vulnérables, chaque fois qu'une couronne écrase l'innocence, c'est une part d'humanité qui se perd. Dans cette perspective, sa mort précoce prend une dimension tragiquement symbolique. 19 ans, à peine le seuil de la vie adulte. Elle n'a jamais eu le temps de s'affirmer, de choisir, de rêver pour elle-même. Elle est morte comme elle avait vécu, prisonnière des volontés des autres. Son existence entière fut dictée par les rois, les traités, les guerres. Elle n'a laissé ni héritier, ni royaume, ni trace éclatante, mais elle a laissé une énigme, un vide, une absence qui interroge. Et peut-être est-ce là sa plus grande force. Obliger ceux qui se penchent sur elle à voir ce que l'histoire serait. L'histoire voudrait cacher. Car l'histoire officielle aime les vainqueurs. Mais ce sont les vaincus silencieux qui disent la vérité. Isabelle, mariée enfant, veuve adolescente, morte jeune, incarne cette vérité brute. Le pouvoir est une machine qui broie, et ceux qu'elle broie
disparaissent dans l'ombre. Pourtant, leur disparition ne fait pas taire leur voix. Si l'on écoute bien au détour des chroniques dans les silences des archives, on entend encore l'écho de son pas d'enfant résonner sur les dalles de Westminster, son souffle fragile perdu dans les couloirs du Louvre, son regard éteint dans les jardins de France. Et si son fantôme, loin de se taire, continuait de hanter l'histoire? Si, derrière les triomphes chantés, elle revenait, obstinée, rappeler que la gloire n'est bâtie que sur des sacrifices invisibles. Les couronnes brillent, mais sous leur éclat dorment des larmes d'enfants. Isabelle en est le rappel cruel, l'avertissement que l'on préfère ignorer. Mais l'on ne peut ignorer éternellement, car tôt ou tard, les voix oubliées reviennent, et elles réclament justice. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de la grandeur des rois d'Angleterre, de la splendeur des Valois, souvenez-vous de l'enfant arraché à ses poupées, forcé de sourire sous une couronne trop lourde. Souvenez-vous qu'à 6 ans, Isabelle devint reine malgré elle, qu'à 10 ans, elle fut veuve d'un roi assassiné, qu'à 19 ans, elle mourut sans avoir vécu. Et posez-vous cette question. Combien d'autres Isabelle l'histoire a-t-elle effacées? Combien de voix d'enfants sacrifiés se perdent encore dans le silence des chroniques? Car si nous oublions Isabelle, si nous acceptons qu'elle disparaisse sans mémoire, alors nous acceptons aussi d'oublier tous les innocents que le pouvoir a broyés. Et ce choix, nous le portons à notre tour. Isabelle de Valois n'est pas seulement un fantôme du passé. Elle est un miroir tendu à notre présent. Et ce miroir, une fois posé devant nous, ne peut plus être détourné. La cloche de Saint-Denis sonne encore, chaque coup résonnant comme un rappel de sa courte vie. Mais quelque part, dans le silence des pierres, une autre voix s'élève, plus trouble, plus inquiétante. Une rumeur persistante, transmise à travers les siècles, selon laquelle Isabelle ne fut pas la seule enfant sacrifiée au jeu des rois. D'autres histoires, plus sombres encore, dorment dans les archives scellées. Et si la sienne n'était que la première porte entr'ouverte sur un abîme beaucoup plus vaste, un abîme où se cachent les secrets les plus inavouables de la monarchie,